Merci de nous regarder de partout à République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léonjo Léo. Nous sommes mercredi 13 mars 2024. À ce jour, nous accueillons en exclusivité M. Charles Lwanga Sondiria. Il est activiste pro-démocratie. Charles Lwanga, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation, Léon. J'espère que, Charles, vous allez bien, n'est-ce pas? Oui, bon, on va bien nonobstant cette frustration qui gangrène toute l'Est de la République démocratique du Congo, parce qu'il faut rappeler, celle de là que nous émettons, et avec cette approche de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda sur notre territoire, à l'occurrence dans la ville où nous émettons, je crois que ça ne doit qu'interpeller nos consciences. Un mot à nos téléspectateurs qui vous suivent à RDC et également dans la diaspora. Oui, chers téléspectateurs, il faut serrer les doigts parce que tout ce que nous sommes en train de faire pour l'instant, c'est une lutte que nous allons continuer à faire aussi longtemps que notre territoire sera menacé. J'espère que nous devons rester sereins pour maîtriser tout ce que nous sommes en train de penser être une contribution pour la sécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo et surtout l'éveil des consciences qui est notre devoir en tant qu'activiste pro-démocratie. Charles Lwanga Sondiria, vous êtes activiste pro de la démocratie et aujourd'hui nous vous recevons en exclusivité pour parler de repli stratégique que nos forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de faire, puisque Vichumbi et même Kubirizi, les deux localités, et d'ailleurs plusieurs localités ont déjà été prises par le terroriste du M23. Toujours question de repli stratégique. État qui est analyste, mais également activiste pro de la démocratie, comment vous analysez le repli stratégique que le FRDC, appuyé par, disons, le Ouazalène aussi, le champ de bataille, sont en train de faire et accorder les localités aux terroristes du M23 et moi, je dis donc à l'armée rwandaise. Bien, merci beaucoup pour la question. Je vais juste intervenir comme analyste, comme vous l'avez dit. N'étant pas expert en questions militaires, mais c'est quand même une question qui interpelle l'opinion, tant nationale qu'internationale. Ainsi que vous le savez, c'est depuis pratiquement la localité de Kibirizi, après c'était Nyanzale, aujourd'hui c'est Vichumbi. C'est toujours un recul, parce qu'il faut d'abord expliquer à l'intention de nos téléspectateurs que replier signifie reculer. Alors, dans les concepts militaires, quand on parle de repli stratégique, cela signifie que c'est un recul où on va revoir la tactique militaire. À principe, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça de manière plus facile. Mais alors, revenant sur votre question de repli stratégique, de repli à repli, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce vraiment une stratégie à revoir ou qu'est-ce qu'il faut finalement comprendre? D'abord, il faut rappeler que cette guerre que nous sommes en train de vivre entre le M23 et RDF ne s'arrête pas là-bas. Il faut maintenant aller au-delà des partenaires de RDF. Vous comprendrez qu'avec la présence de missiles sol-air appartenant au Rwanda sur le territoire congolais, c'est pas que le Rwanda va aujourd'hui nous convaincre de la présence de ces missiles dans son armée. Cela signifie que le Rwanda aujourd'hui bénéficie des partenariats militaires de plusieurs autres puissances occidentales qui sont en train de fournir ces armes et finalement les tolérer en amont en aval sur le territoire congolais. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes pas seulement face au M23, RDF, tel que donc peut le croire. Nous sommes en face de plusieurs multinationales de surcroît militaire qui sont de fait partenaires du Rwanda, parce que le Rwanda c'est un receleur de minerais à République démocratique du Congo. Et ces minerais ne font pas de bijoux au Rwanda. Ces minerais ne font pas de bracelets au Rwanda ou de chaînettes à non. Ce sont des chaînettes qui sont, n'est-ce pas, produites dans l'Occident, pratiquement là où il y a ses partenaires. Cela signifie qu'il faut en déduire
que le Rwanda n'est qu'un commissionnaire d'autres États qui ont besoin de piller la République démocratique du Congo. Il s'agit donc que lorsque le Rwanda prend les minéraux à la République démocratique du Congo, c'est un marché plutôt étranger. S'il faut remettre ça maintenant dans la guerre à la République démocratique du Congo, vous allez comprendre que toutes les multinationales, même les organisations internationales, y compris l'ONU, les forces de l'EAC et toutes les organisations régionales ne sont pas pratiques, ne sont pas tangibles dans des sanctions qu'ils sont en train d'envisager. Parce que c'est ça les Français qui sont en train d'utiliser. Les sanctions qu'ils envisagent. Parce qu'on ne peut pas sanctionner quelqu'un qui vole pour vous. Donc le Rwanda vole pour le multinational, la République démocratique du Congo. Et cela doit effectivement avoir une influence sur les vraies sanctions qu'on doit finalement prendre contre le Rwanda. Donc ça devient une guerre économique qu'on monte contre la République démocratique du Congo avec plusieurs partenaires militaires contre la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la montée à puissance dont a parlé le président de la République, Félix Tshisekedi. Cette montée à puissance des FARDC consistait seulement, n'est-ce pas, s'approvisionner en termes d'armes. Vous avez vu le drone CH4 que la République démocratique du Congo s'est approvisionné. Vous avez également vu les avions Sukhoi, les avions de chasse Sukhoi. Mais que le Rwanda a simplement saboté par ses missiles sol-air. Cela signifie que la capacité de nuisance de la République démocratique du Congo sur les rebelles n'a pas encore prouvé ses résultats sur le terrain, dans la mesure où nous sommes en train d'aller de défaite à défaite quand il s'agit rien que de l'armement. Troisième élément important, c'est l'infiltration de l'armée en République démocratique du Congo. Et vous serez d'accord avec moi que déjà lorsqu'on nomme un général chargé des opérations, son adjoint à terme de renseignement, quand vous le voyez, c'est un Rwandais. Oui, il est d'accord qu'il soit un militaire congolais parce que à partir de mixage, brassage, etc., on peut déjà avoir des Rwandais dans notre armée en République démocratique du Congo. Ce sont des militaires FARDC, c'est comme ça que nous les appelons. Mais ils obéissent à qui? À l'interne. C'est là que cette infiltration joue avec le pont de vin, les sommes d'argent que le Rwanda partage aux officiers, que moi j'appelle officiers pro-rwandais, pro-M23, pro-RDF. Et quand l'argent tourne comme ça dans une compagnie ou dans une unité, et que le général, bien qu'État congolais, d'autres militaires, bien qu'État congolais, mais lorsqu'il y a déjà trahison dans une unité, on ne peut plus croire à une victoire. C'est là que j'essaie de justifier de repli à repli. Parce qu'il suffit que les commandants bataillon ou les commandants de l'unité soient informés qu'il y a déjà une trahison à l'intérieur de sa compagnie. Automatiquement, il est obligé de battre retraite. Parce qu'effectivement, dans les renseignements, on aura renseigné l'ennemi sur le type d'armes qu'il a. On aura renseigné l'ennemi sur le nombre d'hommes qu'il a sur terrain. On aura renseigné l'ennemi sur la carte géographique militaire qu'il a sur terrain. Et quand il va se rendre compte que tous ces éléments n'étant pas réunis à terme de secrets militaires, il n'a pas d'autre choix que de battre retraite. C'est un peu de mots comment moi je suis en train d'expliquer le repli stratégique que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train d'avoir. Donc avec une infiltration dans une unité, que vous soyez congolais de père ou de mère, que vous soyez général, expérimenté dans ces choses-là, vous devez d'abord protéger vos hommes. Et en protégeant les hommes, vous n'avez pas d'autre choix que de décrocher. Et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans cette guerre. Un autre élément, un autre élément que je voudrais mettre en exergue, c'est la collaboration de la population avec l'ennemi. Ça, c'est très important. Donc, parce qu'il peut arriver que les chefs de localité ou les leaders d'opinion dans les milieux aient collaboré avec l'ennemi. Je ne sais pas par quelle baguette magique, soit par la corruption, soit par des pots de vin. Parce que dans la logique, il faut revenir que les gens soient affamés. Lorsque la population est affamée, considérant que la population doit absolument participer à la guerre, on peut déduire que sous cet effet de la famine, on peut aussi acheter certains leaders locaux. Et ça sera très difficile de gagner cette guerre parce que la population ne sera plus derrière son armée. Voilà un peu les trois éléments, et puis un esquisse à terme de quatrième élément qui peuvent montrer que c'est difficile de gagner cette guerre si tous ces éléments ne sont pas réunis. Et moi, ce que
je peux pour l'instant dire à nos internautes et à nos téléspectateurs, c'est de comprendre que la guerre, pour la gagner, nous devons commencer par une sensibilisation locale. Donc l'ennemi entre dans un milieu et il trouve qu'il n'est pas consommé. Lorsque l'ennemi n'est pas consommé, il doit d'abord chercher des stratégies d'acheter les gens. Et si les gens n'acceptent pas cet achat, parce que c'est vraiment c'est la haute trahison contre l'État, si on arrive seulement à faire ça, ça sera peut-être possible. Vous vous imaginez aujourd'hui, sur le champ de bataille, nous sommes avec le FARDC, comme vous l'avez dit auparavant. Le FARDC, nous avons la coalition Wazalendo. Il faut qu'il y ait également la collaboration de la population. Dans ce cas-là, il est difficile de prendre un milieu ou une localité parce que l'ennemi saura lui-même que quand il arrive, il ne doit recourir qu'au de ça. Parce qu'aujourd'hui, le M23, nous l'avons vu dans le Rutshuru, où le M23 recrute des forces, les jeunes du milieu, pour les forcer à être des militaires. Mais il y en a ceux qui ont refusé vers vers les Kishiché, où lorsque les gens ont refusé, le M23 est passé au massacre. Ça devient déjà un crime international, ou que le M23 vient d'encaisser, c'est déjà un échec. Donc, à la longue, lorsque nous serons dans la phase de la justice transitionnelle, ce sont des faits qu'on devrait montrer, n'est-ce pas, au M23, que non, voilà, à telle période, vous avez massacré les gens telle part. Et ils se justifieront, parce que pour la plupart, on va constater que ce sont des jeunes qui ont été massacrés. On comprendra tout de suite là qu'il y a eu tentative de recrutement forcé des jeunes au sein du M23. Et c'est pourquoi dans les localités comme Kishiché, le M23 prend, mais il est difficile à cohabiter avec la population parce qu'ils sont déjà ennemis, parce que le M23 a massacré auparavant. Je crois que ce sont ces attitudes-là que désormais notre armée devrait montrer à la population. Ce ne sont pas des trucs à dire à la télévision. Je voudrais par exemple aujourd'hui, le général Chiko Chitambwe qui a bâti sa retraite à Kirumba Lubero, c'est ce travail-là qu'il devrait déjà commencer à faire. Même jusqu'à Butembo, Beni, déjà on devait commencer à préparer les jeunes gens que, attention, l'ennemi est en train de venir, il a telle puissance, il utilise telle stratégie, telle ruse, et soyez prudents, ne prenez pas son argent, ne faites pas ceci, c'est une trahison contre l'État. C'est ce sens patriotique-là qu'on devrait attendre, n'est-ce pas, de l'armée dans les zones qui ne sont pas encore occupées par les rebelles. Si bien que quand les rebelles arrivent, ils rencontrent d'abord une résistance locale. Avant de s'attaquer à l'armée, il saura déjà que la population n'est pas d'accord avec lui. Moi, je crois que c'est ce genre de stratégie qu'il faut attendre de nos militaires sur les champs de bataille. Plutôt que de penser qu'il faut le dire à la télévision ou bien le dire après. Parce que c'est comme si les FARDC sont en train de courir derrière les événements. Donc, on vient se mettre dans la tête que non, finalement, telle localité est déjà entre les mains du rebelle. On n'a pas su prévenir les événements. On n'a pas réfléchi avant pour comprendre que non, voici ce que l'ennemi est en train d'utiliser comme ruse. Il faut aussi ajouter l'astuce telle que l'armée doit être bien payée. Vous vous imaginez lorsqu'on rencontre un militaire qui est affamé sur le terrain et qu'on lui propose 500 $, alors que lui, il nage autour de 240 000 francs ou 282 000 francs. Déjà, ça expose notre armée à la corruption, si bien que certains officiers, quand bien même nous pouvons les condamner ici, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'ils étaient bien nourris sur le champ de bataille? Est-ce qu'ils sont bien payés? Pour que lorsque l'ennemi arrive avec des bagatelles sommes d'argent, il ne faut pas qu'il arrive à acheter nos officiers, surtout des officiers qui sont dans les champs opérationnels, pour que finalement notre armée aille de repli à repli au nom d'une responsabilité peut-être qui nous incomberait en amont. Alors, Charles Luanga, quand il y a des replis et des replis, ce n'est pas aussi une trahison à la République démocratique du Congo? Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Quiconque a touché la somme d'argent de la corruption a trempé déjà dans la trahison. Mais avant de le condamner à terme de trahison, qu'est-ce que nous reprochons comme gouvernement? Parce que nous devons nous rassurer que notre militaire a sa ration sur le champ de bataille. Nous devons nous rassurer que notre militaire a son salaire régulièrement. Nous devons nous rassurer que sa famille vit dans les bonnes conditions. Peut-être qu'il est arrivé à trahir parce qu'il a compris que tel ou tel autre a déjà pris de l'argent et qu'il n'y a pas d'autre choix que d'adhérer à cette position. De deux, il peut arriver que ce soit l'officier supérieur qui soit le premier à trahir l'armée. Alors que voulez-vous des officiers subalternes, des soldats des rangs? Ils n'auront pas d'autre choix que de battre leur retraite parce qu'ils ne vont pas continuer à s'exposer tout en voyant que le chef a déjà trahi. Ce qui s'est passé très récemment
dans la Rundi, n'est-ce pas, dans la plaine de la Rundi. Oui. Mais c'est un camp qui interpelle. Là où on rencontre finalement toute une plaine, où il y avait toute une base de l'armée, où il y avait vraiment l'espoir de toute une armée, c'est un vide. Et le rebelle hante, comme si c'est un Jésus qui est entré à Jérusalem, il n'y a aucune cartouche, il n'y a rien qu'on sait sentir, il n'y a aucune résistance. Bon, si les gens ont battu retraite, les causes sont profondes. J'ai toujours voulu que la guerre soit, n'est-ce pas, suivie des aspects de justice d'accompagnement. Parce qu'on devait voir aujourd'hui des généraux qui sont interpellés et qui sont finalement jugés pour flagrance. Parce qu'on ne peut pas encore aller les garder en prison. Parce que s'ils sont condamnés pour flagrance, pour haute trahison ou pour corruption au sein de l'armée, les autres peuvent attirer une leçon. Mais lorsque nous allons laisser que ces généraux aillent à Kinshasa dans des garages, ils vont rester là, ils vont rester propres, ils n'ont pas été condamnés, il n'y a pas eu ceci, cela. Les autres ne vont pas tirer des leçons. On a tendance à penser qu'il y a une impunité qui est tolérée implicitement par le ministère de la Défense et de la Justice en complicité avec la présidence de la République pour ne pas comprendre que les gens qui ont trahi l'armée n'ont pas été condamnés, ils n'ont pas été punis. En l'occurrence, je voudrais que les généraux nous répondent. J'ai été ébahi par la dernière sortie du gouverneur de province, Nord Kivu, qui dit que la République démocratique du Congo continue à observer le cessez-le-feu. Ça, c'est quand même gravissime. On continue à observer le cessez-le-feu alors que nous savons que les deux protocoles de Luanda et de Nairobi ont été violés expressément par le Rwanda. Mais pourquoi nous, on va continuer à observer le cessez-le-feu? Ça signifie que nous exposons nous-mêmes les militaires. Je ne suis pas en train de comprendre un militaire qui va subir seulement une guerre et il ne réagit pas. Ça signifie que nous, on aura aidé nos forces armées de la République démocratique du Congo à quoi? On ne peut pas tous les jours discuter, monter à puissance. On ne peut pas tous les jours se dire que nous avons acquis ceci, tel autre appareil, nous avons déjà cette technologie. Mais sur le plan concret, on ne sait pas voir les résultats. Alors que l'ennemi, lui, nous parle par des résultats. Il parle moins dans le média, mais il nous montre sur le terrain qu'il a acquis telle autre localité. C'est très ridicule qu'un rebelle commence à faire des meetings, qu'il commence à festoyer le 8 mars avec les femmes de la République démocratique du Congo. Et nous, attaquer Congolais, attaquer le gouvernement, nous trouvons que c'est normal. Et nous continuons toujours à mentir la population, n'est-ce pas, avec des discours politiques, alors que sur le terrain, c'est une population qui est en train de souffrir. Alors, monsieur Charles Lwanga, en tout cas, nous sommes vers la fin de notre entretien, étant qui est analyste à ce stade où il y a, il y a la progression donc, de l'ennemi, des rebelles, des terroristes du M23. Qu'est-ce que nous, également, on peut faire, étant qui est population, mais également aux politiciens aussi à ce stade? Qu'est-ce que les politiciens peuvent aussi faire à ce stade où l'ennemi est en train de progresser du jour au jour? Bien, d'abord, il faut rappeler que la population a déjà fait sa part. Dans les émissions précédentes, je vous ai montré que, avec la présence des Wazalendo sur le terrain, mais ce sont des jeunes compatriotes qui acceptent rien que d'apprendre la manipulation de l'arme et affronter des militaires qui sont professionnels, qui sont formés dans des centres de formation spéciaux que nous, on ne connaît même pas, avec une présence accrue de mercenaires étrangers dans les M23, mais un Mouzalendo, un citoyen ordinaire comme moi ici, accepte d'aller combattre. N'est-ce pas déjà une volonté manifeste de la population pour montrer qu'elle est en train de suivre de très près la situation sécuritaire de chez lui, et cette population qui est en train, n'est-ce pas, de protéger la terre de ses assets. Parce qu'il faut comprendre que c'est juste une guerre d'occupation que le Rwanda est en train de nous imposer. Et les politiciens congolais, il est vraiment ridicule et regrettable qu'aujourd'hui, un député accepte de toucher 33 000 $ alors qu'un Mouzalendo est en train d'aller de manière bénévole, volontaire, sur le terrain. Il n'a rien à manger, il n'a pas de salaire, il n'a pas une munition appropriée, mais il accepte de donner sa vie pour sa terre. À plus de donner sa vie pour sa terre, il accepte de payer son impôt parce que ce député, ce politique qui est là-bas, doit toucher son salaire, malheureusement un salaire qui ne respecte pas les traits de vie de la population congolaise. Et effectivement, c'est encore une autre qui est sous roche.
cette enquête sur eux se justifie par cette résilience envers le politique, où la population ne sait plus faire confiance à son député, ne sait plus faire confiance à son ministre, parce que visiblement, ces ministres ne visent que son ventre. Donc nous entrons dans une approche où le gouvernement est en train de nourrir rien que le politique, abandonne la population à son triste sort. Quoi de plus normal que lorsqu'un rebelle veut recruter au sein de la population, il a déjà les bras ouverts, parce que cette population est déjà affamée en amont. Et donc en avant, lorsque le rebelle va arriver, le champ est déjà tracé pour que finalement on commence à prendre les milieux. Il suffit seulement de suivre les sorties médiatiques des rebelles du M23 qui ont tendance à montrer que eux, j'ai suivi plusieurs fois ce que Nanga est en train de publier sur son compte X. Vous comprenez que lui, il veut montrer à la population qu'elle est en train de souffrir avec le gouvernement actuel et qu'avec la rébellion, ça sera un salut. C'est déjà un danger. C'est un danger dans la mesure où il suffira que le rebelle crée le moindre meilleure condition à la population, si bien que les gens vont penser que la rébellion est mieux que le gouvernement. C'est déjà un danger. Donc si le gouvernement devrait réfléchir à terme d'améliorer les conditions de vie sociale de la population, on ne devrait pas assister à des localités où les gens sont en train d'applaudir le M23. Les gens devraient montrer leur méfiance face à M23. Et effectivement, tous les dirigeants du M23, RDF, AFC, devraient comprendre que nous sommes en train de vivre avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Dans l'approche de la gouvernance sécuritaire, les gens devront comprendre, le M23 devra comprendre très rapidement que non, vivre avec ces gens, c'est difficile. Et quand ça sera difficile, il va tremper dans les crimes internationaux parce qu'il va commencer à fouetter, à imposer des salongo forcés, à imposer des taxes. Et avec cette méfiance de la population, nous allons assister à des images de violations graves des droits de l'homme. Si bien que dans la Cour internationale de la justice, on peut rattraper le M23 et dire que non, monsieur, de telle à telle période, vous avez commis tel crime, et attendez, vous devez passer devant la justice. Ça serait déjà un acquis, ça serait déjà une leçon pour les autres rébellions qui viendraient peut-être, je ne sais pas, qui sauront qu'on ne fait pas ceci, ils auront tiré leur leçon. Monsieur Charles Luanga, et nous sommes au terme de notre émission. Un mot de la fin pour quelques minutes qui nous restent. Donc, aux Congolais vivant à RDC, mais également aux Congolais qui vous suivent, en tout cas dans la diaspora, comme vous êtes en tout cas suivis dans la diaspora. Oui, moi je voudrais demander seulement à nos amis de la diaspora de continuer à mettre de la pression sur les différentes ambassades. Partout où nous nous trouvons en République démocratique du Congo, nous sommes capables. Nous pouvons montrer à la face du monde que Rwanda is killing in Congo. Le Rwanda est en train de tuer en République démocratique du Congo. Il y a un massacre qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Vous, nos frères, qui êtes à l'étranger, faites pression sur les ambassades là-bas. Informez-leur, partagez les images. Montrez notre cri d'alarme. Montrez que le Rwanda est en train de tuer la République démocratique du Congo. Que le Rwanda veut piller les minéraux de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si le Rwanda a cerclé Rutshuru, Masisi, il faut comprendre que s'ils sont en train de prendre, s'ils veulent prendre Lubero, Kirumba, Kanyabayonga, ça ce sont des pétales. C'est juste des fleurs qu'ils veulent montrer. Mais il est clair qu'ils veulent prendre Rutshuru, Masisi, parce que c'est là qu'il y a le nœud de tous nos minéraux. Parce que c'est là une nouvelle découverte des minéraux à l'est de la République démocratique du Congo, où le Rwanda voudrait se focaliser. C'est là que le Rwanda veut puiser les minéraux pour enrichir sa raffinerie qu'elle a construite sur le sang des Congolais. Mes chers frères, l'heure est grave et l'État est en danger. Tout le monde devrait prendre sa responsabilité et je crois que nous allons sauver ce pays. Nous sommes encore optimistes. Nous savons que le Rwanda va se retirer et nous aurons la paix à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, sincèrement, merci à M. Charles Luanga Sondiria, activiste pro-démocratie. Merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne de télévision Léon Joléo. Merci à Léon Joléo, merci à tous les téléspectateurs et à tous les Congolais. Croisons les doigts, restons unis et nous gagnerons la guerre. Nous sommes à la fin de notre entretien avec M. Charles Luanga Sondiria, activiste pro
démocratie. Nous vous disons merci de nous avoir regardé. Si c'est la première fois de suivre cette chaîne, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.